it was a particular pleasure. I've Jean-Philippe Carpentier to come and just to close things for us. It's a particular pleasure because of the circumstances by which I came to invite him to do this. They are themselves an illustration of the sort of interdisciplinary ethos, if you like, of the IEA here. When I arrived at the Institute here in September, I was confronted by the results of DNA analysis by Jan-Cedric Hansen over here, with potential diagnostic benefits for Alzheimer's patients. It's all very exciting, but I was also confronted with the tantalizing prospect from this work that Mr. Carpentier here must, right, within 13 billion to 1 chance against, must be a direct male descendant of the Bourbon kings of France. Now that is a puzzle because there are no direct male descendants of the Bourbon kings of France that we know of, but the genealogical record seems to suggest so, and the historical record seems to make it a distinct, well, it provides the plausible story against the rock-solid scientific evidence. And you can read all about this in an editorial of the Revue de Gériatrie, where the achievements, the really important achievements of Dr. Hansen are described. But this chance discovery is as well. But it would seem, right, that Mr. Carpentier is not only a distinguished a lawyer and an important person to invite to close our conference itself, but a direct male descendant, and the only one, apart from father and a couple of sons. Right? I'm thinking now. I don't want to embarrass him. I don't want to go on, and maybe it's too late to do that. But I may be introducing you to the most legitimate pretender to the Bourbon crown of France, and that's something that has come up in the last few months, and makes quite an interesting year. And this conference has also made this. Confirm this as quite an interesting year. But I don't want to go on and on. I just want to pass the floor with my thanks over to you, Jean-Philippe. Merci à tous et c'est un honneur pour moi de clôturer cette conférence aujourd'hui alors que je ne suis pas un universitaire à l'inverse de toutes les personnes qui ont parlé avant moi, et vous venez d'entendre de très nombreuses contributions sur la nature de la guerre, avec de nombreuses clés d'analyse sur cette nature de guerre, en fonction de la littérature qui allait finalement de très loin dans le temps jusqu'à des périodes plus récentes. De ça, j'en déduis une chose, pour conclure, c'est que les parallèles sont finalement très souvent nécessaires, et qu'il est parfois utile de comparer certains conflits sans en faire nécessairement l'exégèse pour en tirer des conséquences sur le monde moderne, ce qui a été fait par le précédent orateur d'ailleurs en partie. Deux conflits sur lesquels je voudrais revenir dans le début de cette conclusion sont la guerre de succession d'Espagne et le conflit plus contemporain en Ukraine qui a été abordé. Et quelques aspects me semblent importants, car ces parallèles m'amèneront ensuite à parler d'une chose qui m'occupe, puisque je suis consul honoraire du Luxembourg pour la Normandie, d'aspects plus diplomatiques qui n'ont pas été véritablement abordés aujourd'hui, alors qu'ils sont dans la nature même de la guerre, pour terminer mon propos sur une vision plus focale sur les hommes qui sont tout à la fois les artisans et les victimes de la guerre. Alors, pour commencer ce propos conclusif, je vais revenir sur la guerre de succession d'Espagne, la guerre en Ukraine et quelques aspects comparatifs, parce que finalement des points communs semblent véritablement émerger, et de ces points communs, j'y reviendrai, des solutions peuvent peut-être dériver. Tout comme la guerre de succession d'Espagne, la guerre en Ukraine procède de certains ressorts identiques, puisque la finalité de l'une comme de l'autre sont finalement ni rien, ni plus ni moins que des contrôles de territoire, et que le caractère européen de l'un comme de l'autre conflit, voire mondial, est également affirmé,
pour de nombreuses raisons. Pour la guerre de succession d'Espagne, par exemple, était en jeu la succession au trône d'Espagne après la mort sans descendance de Charles II, qui avait choisi le duc d'Anjou, le petit-fils de Louis XIV, pour lui succéder, et non un de ses lointains cousins Habsbourg. Il s'agissait donc de revendications successorales qui trouvaient leur source dans l'histoire des maisons souveraines européennes. De la même manière, et c'est un parallèle qu'on peut faire, si vous écoutez ce que dit la Russie, eh bien, qui n'a pas entendu aujourd'hui justifier le conflit par la Russie par des motivations historiques. Et c'est bien souvent sur ces motivations historiques que s'appuie le discours de Vladimir Poutine pour justifier son appétit sur le territoire ukrainien, rappelant que l'Ukraine fait partie de l'histoire et de la Grande Russie. Pour revenir sur ces parallèles, l'Espagne, lors de la guerre de succession d'Espagne, était à la tête d'un immense empire qui s'étendait sur l'Espagne au sens moderne du terme, une partie de l'Italie, les Pays-Bas méridionaux, c'est-à-dire l'actuelle Belgique, et une grande partie de l'Amérique latine. Au-delà du territoire, et là on retrouve à nouveau un parallèle, eh bien c'était les richesses, les positions géostratégiques qui attisaient les convoitises, comme c'est aujourd'hui le cas en Ukraine. Et si vous regardez ce qui attire aujourd'hui les convoitises en Ukraine, eh bien, il est évident que c'est la zone industrielle qui attire les convoitises, de même que la position géostratégique vers le sud de l'Ukraine et l'accès à la mer Noire. On est dans un parallèle. La guerre de succession d'Espagne, au regard de son époque, était un conflit européen au sens de ses participants, mais également au sens de son étendue géographique, un conflit mondial qui a opposé un pays qui était alors au sommet de sa puissance à tout point de vue, la France, et là on peut faire un parallèle, à une coalition emmenée par l'Angleterre, la Hollande, l'empereur Léopold, chef de la maison de Habsbourg. On était là aussi, dans un pays opposé à une coalition, et si vous regardez la guerre en Ukraine, même si ce n'est pas une guerre mondiale, elle n'en reste pas moins un conflit européen, en partie asymétrique, et même si au sens juridique du terme, la co-belligérance n'a pas été retenue, et ça se rapporte directement à ce qui vous a été expliqué tout à l'heure sur l'application du droit, il n'en demeure pas moins que les puissances européennes et les autres puissances de par le monde sont impliquées dans le conflit ukrainien, ne serait-ce que par la livraison d'armes ou par les sanctions économiques. Et pour terminer ces éléments de convergence, eh bien, force est de constater que le conflit complexe qu'a été la guerre de succession d'Espagne, il a vu à son issue s'installer un nouvel équilibre des puissances européennes et mondiales qui va perdurer jusqu'à la Première Guerre mondiale. Quelles leçons en tirer ? Eh bien, je vais y revenir, parce que la leçon à en tirer, c'est peut-être celle de la sortie de la guerre de succession d'Espagne, qui a été et demeure diplomatique. Et cette perspective diplomatique, eh bien, jusqu'à présent, elle a été, j'ai entendu une fois le terme diplomatique depuis le début. Or, à tout point de vue, le coût de la guerre de succession d'Espagne fut colossal. Il fut colossal pour les puissances qui étaient engagées. Et finalement, c'est le cas du coût de la guerre en Ukraine, Brian l'a rappelé. Et comme pour tout conflit, eh bien, il a fallu trouver à la guerre de succession d'Espagne une solution vers la paix. Et comme pour tout conflit, la diplomatie a tenu son rôle et la sortie du conflit était diplomatique parce que, dans une certaine mesure, aucune guerre n'échappe par nature à cette dimension diplomatique. Alors, pour le conflit ukrainien, en tout cas la presse s'en est faite l'écho, des tentatives diplomatiques ont déjà eu lieu. Néanmoins, il est dans la nature même de la guerre que la solution diplomatique n'émerge qu'après une forme d'épuisement des belligérants. Et c'est vers cela, en tout cas il faut le souhaiter, que l'on va, car la solution diplomatique ne peut émerger qu'une fois l'épuisement intervenu. Pour en revenir à ce parallèle, la guerre de succession d'Espagne, par quoi elle s'est soldée ? Eh bien, elle s'est soldée par un affaiblissement de l'Espagne, qui a perdu le contrôle de nombreux territoires et dont les contours actuels ont été quasi modelés par le règlement diplomatique du conflit. Je prends un simple exemple, le rattachement de Gibraltar à la couronne britannique n'est rien d'autre que la conséquence de ce règlement diplomatique du conflit. Il s'est marqué par une victoire française, finalement à la Pyrrhus, et par une nouvelle géographie européenne et mondiale qui a marqué l'Europe jusqu'au premier conflit mondial et qui a eu des répercussions
pour les protagonistes lors du processus de décolonisation. Cet affaiblissement de l'Espagne a aussi marqué son recentrage sur elle-même et posé les bases d'un pays où existe le sentiment d'appartenance, parfois émaillé de la volonté des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et si vous prenez tous ces concepts et que vous les rapprochez du conflit en Ukraine, vous avez à peu près les mêmes dimensions qui émergent. Et quelles leçons pourraient en être tirées? Eh bien, vraisemblablement, c'est que, quelle que soit l'issue de ce conflit, il passera par une solution diplomatique. Et pour cela, eh bien, peut-être que les leçons doivent être tirées. Et pour ma part, alors que plusieurs auteurs ont été cités, je préfère l'approche d'Hegel. Je préfère à l'approche d'Hegel qui disait: l'expérience et l'histoire nous enseignent que les peuples et gouvernements n'ont jamais rien appris de l'histoire, ou qu'ils n'ont jamais agi suivant les maximes qu'on aurait pu en tirer, à celle plus optimiste de Fustel de Coulanges qui nous disait: l'histoire ne nous dira sans doute pas ce qu'il faut faire, mais elle nous aidera peut-être à le trouver. Je crois que ce souvenir de Fustel de Coulanges, c'est peut-être une des clés d'analyse, en tout cas pour la diplomatie, pour le conflit ukrainien. Et pour clôturer mon propos, je vais juste revenir sur une dimension essentielle qui a d'ailleurs été plus ou moins abordé par Alan dans son propos tout à l'heure, c'est que le conflit, ce sont avant tout des hommes, et des hommes en situation de conflit, parce que même si la guerre a une nature, ce que cette journée nous a montré, eh bien, elle se caractérise toujours par la souffrance des hommes. Je crois que cette souffrance des hommes, elle est importante et les plus puissants, lorsqu'ils y réfléchissaient, ils retrouvaient une hauteur de vue, parce que la guerre, elle n'est jamais exempte du sang versé. Et ça a été rappelé, la guerre en Ukraine ne l'est pas non plus. Même les guerres modernes, c'est du sang versé. Alors, pour reprendre quelqu'un qui eut un recul sur la guerre, je voudrais reprendre l'exemple de Louis XV, qui, au soir de la victoire de Fontenoy, dont une photo a été montrée tout à l'heure, le 11 mai 1745, voyant gésir 11 000 hommes morts ou blessés, rappelait à son fils le dauphin des paroles fondamentales, et il lui disait: « Voyez tout le sang que coûte un triomphe, le sang de nos ennemis est toujours le sang des hommes. La vraie gloire, c'est de l'épargner. » Je crois qu'aujourd'hui, nos dirigeants mériteraient d'avoir cette sagesse et de se souvenir, au-delà de Louis XV, de ce que son lointain, très lointain prédécesseur Sun Tzu disait: l'art de la guerre, c'est soumettre l'ennemi sans combat. Alors, ce colloque qui a donné à nous tous une approche scientifique, fouillée d'un certain nombre de questions épidémiologiques clés sur la nature même de la guerre, eh bien, nous laisse finalement ce soir dans un monde où nous sommes dans une asymétrie de combat, avec des bouleversements accentués par les progrès technologiques. Et puis, pour ma part, comme je suis et demeure avant tout attaché à la vie et à l'humain, eh bien, je clorai ce propos par un souhait très simple, c'est que nous sachions tous, chacun à notre niveau, tirer les leçons de l'histoire, et que nous nous retrouvions tous un jour intervenant pour un colloque, non plus sur la nature de la guerre, mais sur la nature de la paix. Thank you very much.